Merci d'être resté, malgré la concurrence qui fait rage sur la salle d'en face. Donc aujourd'hui, on va parler, je vais vous parler un petit peu de l'intérêt de la documentation, de le développement. Bonne pratique, c'est peut-être un peu pompeux. Je suis là pour partager ce qu'on fait, pour peut-être vous donner des idées, et puis après, peut-être que vous nous donniez des idées. Donc, quand même me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas, bien qu'on parle de moi depuis 2 jours. Un qui m'a mis la pression hier, je ne sais pas pourquoi, et puis Thomas, je sais pas, d'un petit peu de nostalgie. Donc, voilà, je suis Vincent Gillet, je suis développeur FileMaker senior depuis très longtemps. J'ai toutes les certifications, presque. Je suis chez Lesterius, qui avant était la source depuis 2007. Oui, il est là. Ouais, je ne mets pas la main dessus. Alors, voilà, ça y est, j'ai tout dit. La dernière, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps encore. Bien, donc, le sommaire de la session, le but de la documentation, les différentes documentations qui existent, comment nous, dans FileMaker, on peut mieux documenter, et puis une petite conclusion. Donc le but de la documentation, je suis content, Olivier qui m'a montré ça, mais bon. Voilà, la documentation, c'est avant tout une transmission de connaissances. C'est tout ce que vous avez pu apprendre au cours de votre projet. Ça suit quand même, la documentation, ça suit un peu l'idée d'un suivi de projet, d'accord ? Donc tout ce que vous allez pouvoir apprendre sur un projet, vous allez l'informatiser, le mettre en code, et donc il y a des choses à conserver, et ça va se passer dans la documentation. Il faut cliquer 2 fois, ou 3, ou 4, ou non, avec l'espace, ça va marcher. Alors, zut, c'est passé. Pérennité du développement. Plus vous allez documenter votre développement, il y a une phrase que il y a pas mal de choses que je vais dire très souvent. Pérennité, on verra une définition après. Et puis surtout, un vieil adage que je dis tout le temps à mes gars, c'est que vous ne développez pas pour vous. Vous ne développez pas pour vous, vous développez pour votre client. Votre client vous a missionné parce que vous avez plus de temps et plus de connaissances pour faire ce qu'il aimerait faire. Et ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. D'accord ? Donc la documentation va vous aider à avoir la pérennité du développement. Ça va aussi, il y a une définition qui va suivre derrière, ça reflète aussi une certaine qualité du développement. Parce que plus vous allez avoir un certain type de documentation, comme on a pu le voir hier avec David, plus votre développement devrait être de qualité, parce que mieux réfléchi. Et sur un projet ou sur un programme, à chaque interlocuteur, sa documentation. Donc on va voir ça. Pérenne, donc qui dure longtemps ou qui est depuis longtemps. Le but du jeu, c'est sûr que lorsque un client vous commande un développement, qu'il soit gros ou petit, peu importe, pour lui, de toute manière, c'est forcément gros. Il va tout engager dans ce développement-là, et ce que vous allez lui apporter va forcément être quasiment vital pour son entreprise. D'accord ? Donc, il faut absolument que ce que vous allez faire perdure dans le temps. Parce que si jamais c'est un one-shot, et puis 3 mois plus tard, enfin 1 an ou 2 ans après, ça ne marche plus, il a tout perdu, lui. D'accord ? La qualité, c'est ce qui rend les choses supérieures à la moyenne. On peut faire un développement, si on ne fait pas assez de tests, si on ne fait pas assez attention à l'interface, bon, ça va durer longtemps, peut-être que ça va se démoder plus vite ou quoi. Bien. Chacun des aspects positifs de quelque chose qui font qu'il correspond au mieux à ce qu'on en attend. Je vais vous la laisser celle-là. Elle est pas mal celle-là. Bon. La qualité, alors ça c'est anonyme mais c'est sympa, la qualité d'un logiciel se mesure au poids de sa documentation. C'est pas forcément vrai mais c'est quand même pas loin de la vérité. Les différentes documentations que l'on va rencontrer,
La première, la toute première que vous allez rencontrer, c'est ce que va vous donner votre client, c'est le cahier des charges. C'est un peu souvent prétentieux, c'est plutôt une expression de besoin, parce que même nous, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà réalisé un vrai cahier des charges, parce que c'est très complexe. Donc voilà, ça c'est le premier document que vous allez recevoir par mail, en Word, en Excel, je ne sais pas, mais c'est celui qui va vous servir de référence tout au long de ça. Alors, c'est parce qu'il n'est pas bouclé. Ah voilà, bien sûr. L'analyse, l'étude, l'opportunité, la faisabilité, pardon, et détaillée et technique. Okay. Alors hier, David a dit le cahier des charges, c'est le document du client, et puis l'analyse, c'est le document que nous on réalise. Et un petit truc entre les deux, c'est que on va refaire une analyse sur laquelle on va s'appuyer pour le développement, puisqu'on a fait une analyse, on a poussé beaucoup plus loin les choses qui nous ont été données par le cahier des charges. Donc c'est surtout sur ce document, cette analyse de faisabilité, sur lequel on va s'appuyer. Le développement. Ah oui, une fois qu'on a réussi à bien analyser le projet, que le client, que tout aille bien, on fait le développement. Donc là, on va voir un peu plus tard, en exemple, il faut absolument documenter votre code. Enfin, ceux qui me connaissent un petit peu savent que je suis un petit peu psychorigide là-dessus. Et voilà, je suis tout le temps, il faut de la documentation partout, dans les scripts, dans les rubriques, absolument partout. Il faut documenter ce que vous faites pour plusieurs raisons, qui sont principalement le fait qu'on travaille à plusieurs sur un projet. Et il faut absolument que, lorsque vous n'êtes pas là, parce que vous êtes occupé ailleurs, que quelqu'un va reprendre quelque chose chez vous. Enfin, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, mais que quelqu'un passe derrière vous, il faut qu'il comprenne ce qui a été fait. Même si j'impose certains canons de développement et certaines façons de faire, d'accord, il faut quand même qu'on comprenne pourquoi on a fait tel script, est-ce qu'il est bien documenté, est-ce qu'on peut pouvoir nous intervenir parce que le client nous dit qu'il y a un problème ou quoi. Donc plus vous allez documenter votre code, et mieux on sera. La documentation des tests, donc les listes de choses à contrôler ou l'autocontrôle depuis l'analyse. On peut faire une documentation pour mettre en place des tests et donner des tests et la responsabilité des tests à quelqu'un d'autre dans le projet. Ah, là, on rejoint un peu ce qu'a dit David hier. Donc, la validation, c'est le cahier de validation. C'est vrai qu'il va s'appuyer sur le cahier des charges parce que la validation, c'est le client qui va la faire. Les tests, on va voir plus tard, on dit que c'est des tests unitaires. Les tests unitaires, c'est le développeur qui les réalise. D'accord ? Donc, il lui faut une certaine méthode, il faut qu'il contrôle tout. Et à chaque fois qu'on change un petit bout de code dans un script, on ne teste pas juste ce petit bout de code. Il faut retester l'ensemble si tout reste cohérent. Donc, la validation, c'est le client qui va la faire. L'intégration des données, c'était donc la 6e règle de David hier, et moi, c'est ma 6e doc, parce qu'on va recevoir différents fichiers Excel. On va certainement faire des scripts qui vont les intégrer et tout. Donc, on va absolument faire une documentation de ça pour pas que ça joue dans le temps, parce que le développement peut certainement prendre plusieurs mois. Et si on dit au début, oui, alors le fichier Excel, il va être comme ça, ok, et puis après, quand il arrive vraiment, c'est pas celui-ci, on risque d'être bien embêté. Donc on va faire une documentation aussi pour ça. Et la dernière documentation, c'est celle peut-être sur laquelle je vais plus m'attarder aujourd'hui. Pardon. La mise en production de votre application. Donc le document d'exploitation et de déploiement et la documentation utilisateur. Cahier des charges, donc c'est de donner au prestataire, le client donne au prestataire les éléments. J'ai déjà dit tout ça, non? Oui, bon, c'est le cahier des charges, quoi. Plus généralement, donc, il nous communique une expression de besoin, mais moins étoffée, et donc l'analyse va permettre d'aller plus en profondeur sur le fonctionnel et surtout, des choses que j'aime bien faire aussi, c'est une petite doc, c'est un vocabulaire. Il faut qu'on parle le même vocabulaire entre le client et le développeur. On ne va pas aller voir le client et lui dire je vais mettre un GTRR là, je vais faire une fun boucle avec $1 en plus 1. Il ne va rien comprendre. Et en plus, on peut atteindre des métiers qu'on ne connaît pas forcément bien.
Et en ce moment, nous, on travaille pour des tailleurs. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un tailleur? Bon, d'accord. Oui, d'accord. C'est des gens qui cultivent et qui s'occupent du lin. Voilà, ils sont dans des teillages. On récupère du lin, après il est battu, enfin il y a tout un process. Et voilà, c'est des teillages. Donc il faut absolument que eux ils sont dedans, ils nagent dedans. Donc d'un tailleur, pour eux, un teillage, tout ça, c'est facile. Nous, il faut qu'on l'apprenne, faut qu'on apprenne ce mot-là. Et donc on va faire un petit lexique là-dessus. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ok. Je vais faire la barre d'espace. Trop vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Une fois qu'on a fait une analyse, alors en règle générale, chez nous, elle est faite entre Christophe et moi. Christophe fait une première passe et il dégrossit un petit peu ce que le client veut. Et puis après, on va aller plus en profondeur. On fait une première estimation. Après, on va vraiment faire une analyse pour, à la fin, normalement, permettre de faire un bilan financier assez proche de ce qui sera fait au final. Et donc je le répète, ça c'est sur cette analyse que le contrat se fera et que entre la société et le client. Et c'est sur cette analyse également que les tests de validation seront faits. Alors, documentation des spécifications. Donc la doc technique, on va dire, d'un projet, c'est un document de référence et pour le développeur et pour le client. Pour le développeur, parce que on va y mettre des choses. Est-ce que c'est dans le bon ordre là? Ouais. La première chose qu'on va mettre en place, même si c'est très fréquent chez nous, c'est des règles de nommage. Donc j'ai des règles pour tout. Et pour les tables, les rubriques, les occurrences, voilà, pour absolument tout ce qui se passe dans FileMaker, j'ai des règles et j'impose des règles à mes développeurs afin que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y en a un qui s'en va, et qui doit être remplacé, c'était le cas pour nous en début d'année, en fin d'année dernière, Julien nous a quittés pour partir en Australie. On a repris 4 développements derrière lui. Ça s'est assez bien passé parce qu'il a respecté les standards de développement que j'impose et voilà, tout le monde parle la même règle. Bon, on a des règles de commentaires. On est sur un projet en ce moment avec David pour avoir des commentaires préfixés d'une certaine manière pour après récupérer dans un DDR uniquement cette partie commentaire et pouvoir faire une documentation de changelog. Mais bon, c'est un autre projet. Des règles de thème, d'interface et d'ergonomie. Quand on commence un projet, on va venir avec des maquettes auprès du client et puis on va lui dire, voilà le look qu'on vous propose et on le fait valider par le client et après donc on instaure des règles pour que toute l'interface soit identique pour une certaine cohérence. On va dessiner un ERD. David vous en a montré hier aussi. Donc du coup, je les ai pas remis. Donc ERD, si tout le monde sait, voilà, c'est la relation, c'est un diagramme des relations entre les entités. Les entités étant à la fin à peu près des tables. D'accord, et on montre qu'il va y avoir des relations entre des sociétés, des contacts, des factures, et des devis et un catalogue, avec au milieu, normalement, une table de lignes de devis qu'on ne représente pas forcément sur un ERD. Un MCD, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va y ajouter les attributs. Donc les attributs, c'est toutes les rubriques que l'on va retrouver dans cette table. Les rubriques, la liste des rubriques que l'on va faire sont les listes des rubriques, je vais dire fonctionnelles. Parce que vous savez très bien que quand vous faites un développement, vous ajoutez plein de rubriques juste pour faire des liens, des petits bidules et des machins comme ça. Voilà, donc celles-là, on ne va pas les mettre dans le MCD, on va juste mettre celles qui sont utiles. Les schémas des processus complexes. Voilà, comme encore une fois David vous a montré, mais il m'a piqué toutes les images. Alors,
j'allais pas les remettre aujourd'hui. Donc je fais des schémas. Voilà, le process doit faire ça, et puis donc c'est une base de discussion. Et donc quand on est d'accord avec ce schéma-là, il est réécrit au propre et on le met dans la documentation technique. Ça c'est intéressant aussi dans la documentation technique, c'est la liste des variables globales. Alors on a tous un script de démarrage, et puis alors il déclare des tonnes de variables globales ou de global tout court ou des choses comme ça. Alors on va faire une liste comme un dictionnaire. Quand un gars il arrive sur le développement, il ouvre la doc et il dit tiens, qu'est-ce que j'ai comme variable? D'accord? Ah bah j'ai déjà celle qui m'intéresse, ça sert à rien que je la redéclare. Ça sert à rien non plus qu'il aille voir dans X script pour voir si les choses sont déjà déclarées. D'accord? Ici, on va dresser une liste et on va avoir toutes les variables globales qui sont détaillées. La liste des scripts dits génériques. C'est des scripts qui, normalement, chez nous, enfin je pense que chez vous c'est pareil, les scripts génériques, c'est ceux qui ne nécessitent pas de contexte, normalement. C'est ceux qu'on peut lancer depuis n'importe où, qui vont faire une tâche et qui n'ont pas besoin d'un contexte. Parce que vous savez bien que FileMaker a toujours besoin d'un contexte pour tourner, et puis là, pas tout le temps. Donc c'est ces scripts génériques-là, on va les déclarer au même titre qu'une variable globale, parce que peut-être que le développeur qui va arriver après va avoir besoin de faire certaines actions, et il dit, tiens, est-ce que d'habitude on a ce script-là, est-ce qu'il y est? Il peut consulter la doc technique, et il va retrouver cette liste-là, avec les scripts et les explications, les paramètres qu'ils doivent recevoir, les choses comme ça. La liste des fonctions personnalisées et leur explication pour exactement la même raison que la liste des variables et la liste des scripts génériques. Les tests. En cours de développement, donc le développeur doit tester. Il y a plusieurs tests. Donc le test unitaire. Le test unitaire, c'est celui que va faire le développeur, script par script, fonction par fonction. Les tests d'intégration, on a reçu un fichier, on en a fait une documentation au départ, un fichier Excel ou une autre source de données. On a fait le script pour faire l'intégration. Maintenant, il faut bien tester qu'il fonctionne à chaque fois. Et à chaque fois qu'on va redemander un fichier à un client pour voir si tout va bien. Donc, il y a des tests d'intégration à faire. Et des tests système. Est-ce que... ils arrivent un petit peu tôt parce qu'il y a des choses à voir avant, mais est-ce que ce qu'on a fait, ça va tourner sur le système sur lequel on va l'installer? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'on va faire une doc pour ça aussi et qu'on est en train de développer pour un certain système au minimum requis par FileMaker Pro 15 pour le moment. Et voilà. Et les tests de validation, on pourrait dire des tests d'acceptation, c'est donc le client qui va les mener et il va dire oui, bon, voilà, vous m'avez fait, je vais suivre mon cahier des charges. Et puis je vous ai demandé que l'application devait faire ça, ça et ça, donc j'ai tout testé, mais à ce moment-là, je devrais arriver sur un truc rose et puis j'arrive sur un truc bleu, c'est pas normal, machin, tout. Voilà, donc ça, c'est les tests de validation que le client va nous retourner. Oui, c'est vrai que c'est une phase importante, l'intégration des données. Parce que on a le cas là dernièrement, on a un client, ça fait un bout de temps qu'on a livré l'applicatif et qu'il devrait tester. Et puis on a mis des données qui ne sont pas forcément cohérentes. Parce que la source qu'il nous a donnée était vraiment pas cohérente du tout. Et donc on s'est un peu débrouillé avec ça. Et le gars, ça fait 4 mois, il ne regarde que les données. Il n'a rien testé. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où les données sont quasiment conformes parce qu'on a réussi un peu à triturer tout dans tous les sens. Et on lui livre une application où il se retrouve enfin. Donc il voit bien qu'il y a des données et que c'est bien les données qu'il a l'habitude de voir. Et il commence seulement les tests. Ah, alors du coup, on a un retard incroyable, mais enfin, il faut vraiment, dès le départ, soigner cet aspect du développement et pas se dire on fera ça à la fin. Parce que pour vraiment la plupart des clients, la fin, c'est quand il va voir dans son application les données qu'il a envie de voir aux beaux endroits. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment
voire assez tôt. Alors j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer de suivre mon papier. La documentation d'exploitation. Donc, c'est une documentation qui est généralement demandée par le SI, parce que lui, ok, vous êtes en train de développer quelque chose, pas de problème, mais il va falloir que lui, il l'installe pour que les utilisateurs puissent s'en servir. Donc, dans cette documentation d'exploitation, on va retrouver les versions de FileMaker Pro pour lesquelles on a fait l'application. Si aujourd'hui on est en 15, il faut absolument qu'on précise qu'on ne peut pas descendre parce qu'on a utilisé la fonction des iBeacon ou des trucs comme ça. Donc on ne peut pas descendre de version. Donc on dit, voilà, c'est fait pour du 15. Et à ce moment-là, voilà, on précise la version de FileMaker. Les spécifications techniques. Les spécifications techniques, elles sont de deux ordres, les spécifications techniques pour le serveur et les spécifications techniques pour le client. Ça, on va également le marquer dans la documentation. Le matériel minimum et les systèmes d'exploitation à mettre en place. Alors, c'est assez simple quand même parce que FileMaker nous donne toutes ces spécifications-là. On peut juste relever l'URL que nous donne FileMaker et puis la mettre dans notre documentation. Mais peut-être qu'au niveau du client, on va demander au SI de pouvoir préparer une session. J'ai le cas, un client à Bordeaux qui, lorsqu'on installe un nouvel ordinateur, il faut penser à réinstaller donc, les plugins, tout ça, on va le voir après. Mais surtout, il y a à un moment l'application que nous, on a reprise et dont on fait la maintenance maintenant. Il y a un moment où cette application va écrire dans un dossier qui se trouve dans Documents. Ça, si vous ne le notez pas pour le service informatique qui doit réinstaller un ordinateur, votre application, elle tombe en une erreur 1703 ou un truc comme ça. Et c'est pas très agréable pour le client parce que lui, ça fait des années qu'il a cette application-là. On vient de lui changer son ordinateur et ça ne marche pas. Donc ça, il faut que ça soit signifié dans la documentation. Les réseaux, est-ce qu'on est un bureau à distance, est-ce qu'on est en VPN et tout ça. Ça fait partie des spécifications techniques. On doit également parler des plugins ou des outils externes. Donc les plugins, tout le monde sait ce que c'est. Si on en a besoin, est-ce qu'il est côté client, est-ce qu'il est côté serveur, est-ce qu'on en a côté serveur, côté client. On doit donner absolument le maximum d'informations pour que le service informatique doit également pouvoir réinstaller soit le serveur, on verra un petit peu plus tard sur le serveur, soit le poste client. Parce que là encore, sur ce cas-là, le service informatique n'avait pas remis le plugin d'envoi de mail, donc c'était pas super. Alors, on a l'impression, quand je dis logiciel tiers, que c'est la même chose. Eh bien, pas tout à fait. Logiciel tiers, c'est pas un plugin, même si le plugin en est un, mais le logiciel tiers n'est pas forcément un plugin. Le logiciel tiers, par exemple, on a réalisé pour le CNRS un cahier de laboratoire électronique, et FileMaker devait discuter avec deux logiciels qui s'appelaient ChemFinder et ChemDraw. Donc, ce sont des logiciels qui devaient être sur la machine pour pouvoir fonctionner. Sinon, le cahier de labo, il ne fonctionnait pas. Donc ça, il faut que le service informatique le sache aussi. Les matériels spécifiques, qu'est-ce qu'on entend par matériel spécifique ? Peut-être qu'on a besoin d'un lecteur de code barre précis. Pas forcément la marque, mais au moins de savoir que ce lecteur de code barre ne doit pas lire que des codes barres, mais du QR code. Du coup, ce n'est pas la même gamme d'appareils. Donc ça, il faut le préciser aussi dans la doc. Des imprimantes spécifiques, étiquettes ou des choses comme ça. On va mettre ça dans la documentation également. Alors, l'installation serveur, ça c'est... il y a beaucoup de points à mettre dans la documentation à ce niveau-là. Les sauvegardes, les programmes, la fréquence, le planning, ça, il faut qu'on l'indique dans notre documentation. Est-ce qu'on va avoir des scripts qui vont tourner ? Si on a des scripts qui doivent tourner sur le serveur, est-ce qu'on a donné le compte à la personne qui doit manager le serveur pour qu'il puisse les faire tourner ?
Donc chez nous, on a un gars qui est spécialisé là-dessus, c'est Flo. Et si vous lui donnez pas ces infos-là, il dit bah, ouais, tu veux que je mette ça en place, mais tu m'as pas donné le compte. J'utilise quoi comme compte? Donc il faut avoir. Et ça, c'est une petite trame qui est aussi sympa parce que du coup, tu dis ah ouais, je vais avoir besoin de faire tourner des scripts. Donc il faut que je crée un script spécifique pour juste. Il est inconnu de tout le monde. Il est juste pour le serveur et peut-être qu'on va lui donner des droits spéciaux ou quoi au niveau de notre base de données, d'accord? Mais il faut le marquer dans la doc. Pardon. J'ai perdu le fil. Non, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a des programmes batch sur notre applicatif? Des programmes batch, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, mais c'est un programme qui peut tourner avant ou après l'exécution d'un script FileMaker, ou même tout seul. Vous pouvez programmer ça dans FileMaker Server, et il va exécuter des tâches. Le dernier batch qu'on a mis en place, c'est un export FileMaker, et avec un envoi en FTP pour des clients qui devaient utiliser ce fichier-là, mais il y avait un problème de CRLF. Donc on a fait un petit programme batch qui traite l'export qu'on avait fait dans le dossier document de FileMaker. On a fait tourner le batch, on a changé les CRLF, et hop, après seulement on a fait tourner le FTP. J'en suis toujours là. Les plugins, donc sur FileMaker Server, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser le Web Direct? Il faut le savoir. Parce qu'il faut que le gars OSI il puisse dire ouais, j'ai besoin du Web Direct. La même chose pour l'ODBC. Est-ce qu'on a des ISS? Ouais, est-ce que le DSN il est mis? Excusez-moi. Toute cette petite trame que je vous donne pour bien construire cette doc d'exploitation. Est-ce qu'il y a un certificat SSL? C'est important, Flo, de savoir s'il y a un certificat SSL. Un petit peu, ouais. D'accord. Il faut savoir s'il faut qu'il active les ressources ODBC, JDBC, XML, PHP, parce que peut-être que notre base de données va être utilisée au travers de l'API par le reste de l'équipe. Un truc tout con, fuseau horaire du serveur. Oui, parce que si vous êtes... c'est Thomas ce matin qu'on a parlé ou je ne sais plus, qui a parlé du fuseau horaire. Si vous prenez le fuseau horaire, alors que vous êtes hébergé, je ne sais pas moi, aux États-Unis, il y a 6 heures de décalage, vous faites la sauvegarde en plein milieu du temps où les gens travaillent et tout, donc ça ne va pas. Il faut bien savoir le fuseau horaire du serveur sur lequel vous êtes installé. Est-ce qu'on va avoir besoin de mettre un groupe d'administrateurs? Est-ce qu'on va le mettre sur la SI parce que c'est pas tout le temps Flo qui installe les serveurs, mais il faut savoir quels sont les ports qui sont à ouvrir. Donc tout ça, c'est de la petite documentation il y en a là sur le web, il y en a partout, FileMaker et tout, il nous donne plein d'informations. On les connaît tous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le but de la documentation d'exploitation, c'est ce que vous allez remettre au service informatique de votre client, et lui, il ne sait peut-être pas tout ça. Donc on va tout regrouper et donner toutes ces informations-là dans un seul document. Ça c'était pour le serveur. Savoir un petit peu la volumétrie. Il en a besoin, le service informatique, de la volumétrie. Est-ce qu'il va mettre ça sur une petite bécane à droite et puis, de toute manière, c'est une petite base qui fait 5 mégas, ça ne fera jamais de mal à personne. Ou est-ce qu'on s'attend à avoir une masse importante de données? Là, on a un client, il a une base de données qui fait plus de 400 gigas avec les données. Il a 350 000 pistes de musique, et là, ça fait plus de 400 gigas. Donc, il faut savoir que si jamais vous allez faire une sauvegarde récurrente toutes les 4 heures, que vous voulez garder une semaine ou des choses comme ça, la dimension du serveur ne va pas tout à fait être la même. En dernier, le manuel d'utilisation de votre applicatif. Il y a plusieurs manuels. Il y a le manuel que nous propose FileMaker en tant que développeur, mais aussi en tant qu'utilisateur, comment on peut rechercher, comment on peut utiliser telle ou telle fonction native dans FileMaker. Et puis le manuel purement de l'applicatif que l'on va peut-être réaliser si le client nous le demande. Et ça a l'air bête, mais il faut un log à votre document. Parce que ce que vous êtes en train de consulter là, c'est quelque chose qui sort ou qui date du moment où vous avez installé le programme il y a 4 ans, ou c'est vraiment quelque chose qui sort d'il y a
3 semaines avec les nouveautés, on a mis notre Java en 32 bits ou en 64 bits ou des choses comme ça. Enfin bon, là, il faut un log au document pour que la personne qui le consulte puisse savoir si ce qu'il est en train de consulter est up-to-date ou pas, enfin est à jour ou pas. Manuel ouais, c'est ce que j'ai déjà dit, ça. Description des fonctions de chaque bouton ou présentation permet de trouver comment faire telle ou telle action. Et nous, dans FileMaker, FileMaker, mais je suis vachement en avance là. Dans FileMaker, donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec la documentation technique. Clarifier son code, c'est de la documentation. C'est pas évident, mais c'est de la documentation déjà. Si vous avez et je vais vous montrer des exemples, un gros paquet de caractères qui sont l'un derrière l'autre, comme la formule que nous a montré David hier, et je l'ai reprise, tiens. Et donc, c'est illisible. Et donc, on va voir comment est-ce que juste avec un tout petit peu de clarification, ça fait presque de la doc. Parce que je rappelle que la documentation, quelle que soit sa forme, elle est là pour rendre votre développement pérenne et pour que le client puisse s'y retrouver également. Bien documenter un script, au départ on dit tiens on va faire ça, ça va faire ci, ça va faire ça, ça vous permet de dire et de réorganiser dans votre tête, si vous avez oublié de prendre un papier et un crayon, ça va vous permettre de vous réorganiser dans la tête et de vous dire ah ouais mais j'ai oublié telle condition de certitude, ah oui mais dans tel cas et des choses comme ça, et au final, en commençant par bien documenter votre script, eh bien, vous allez vous éviter certains déboires. Très utile pour le développeur suivant. Vous avez l'impression que je me répète ou... Non, mais faut que ouais, c'est très utile pour le développeur suivant et vous aussi. Parce que là, je vous mets tous au défi de rentrer comme ça dans un développement d'il y a 6 mois ou même 1 an. Et c'est sûr que personne ne rentre comme ça, sauf si vous avez bien documenté la chose. Vous allez gagner du temps. Arrête un petit peu d'être... C'est de le rendre lisible en premier pour soi. Enfin, pour soi en premier lieu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que je le répète, vous ne développez pas pour vous, même si c'est fun et que je vais faire un truc. Non, vous ne développez pas pour vous, vous développez pour votre commanditaire, pour votre client. Et donc, il faut que lui, même s'il n'y retournera jamais, d'accord ? Mais je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'avoir un client qui arrive derrière vous, puis là, comment ça se passe, tout ça. Puis s'il voit quelque chose de complètement opaque, ça ne va pas tellement le rassurer. Alors que si jamais il voit, et je vais vous montrer des exemples de graphes de liens, quelque chose de bien rangé, il va être beaucoup plus confiant. Et moi, j'ai un client qui vient souvent à côté de moi, il dit « Ah ouais, j'aime bien quand vous ouvrez les graphes de liens. » Il est là, il me regarde et il trouve ça super beau. Bon. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça de gagner. Alors, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de documenter. Jamais. Là, le nombre de fois où on entend ça, oh non, j'ai pas le temps. Je le ferai plus tard. Ah oui, ça c'est sûr. Je le ferai plus tard. Ça sert à rien. Mon code est parfaitement clair. Et je l'ai déjà entendu. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien non. Eh bien non. Votre code n'est pas clair. Et votre code n'est pas suffisamment clair. Et c'est certain. Parce que même vous, plus tard, vous aurez du mal à retrouver dans ce code-là. Donc documentez. Et ça coûte 0, hein. Ça coûte 0 parce que c'est au même moment que vous développez votre script, vous rajoutez juste un petit commentaire là. Vous savez, Enter, espace, Enter, paf, et je tape. Ça va super vite maintenant avec depuis la 14. Et ça coûte 0. Et puis si vous avez le tapis de fourmi, ça va encore plus vite. Tapis de fourmi. Et tout le monde... personne ne comprend mon accent, donc... c'est le tapis de fourmi. Qu'est-ce qu'on documente ? Alors, on commence par documenter les rubriques. C'est ce qui est le plus évident hein, dans FileMaker. Je suis sûr que ça fait depuis 2004, donc FileMaker Pro 7, où on a le nom de la rubrique et puis en dessous, on n'avait que 100 caractères à l'époque pour pouvoir dire à quoi sert cette rubrique. Alors évidemment, si on prend juste le nom ou le prénom d'une table de contact, on arrive à peu près à comprendre à quoi sert cette rubrique. Mais même celle-là et surtout celle-là,
il faut que vous les documentiez. Parce que si vous commencez à ne pas documenter celle-là, parce qu'elle est tellement évidente, que la CT totale hors taxe, machin, tout ça, elle est évidente, tout est dans le nom. Et donc si vous ne commencez pas par documenter ce qui est le plus simple, vous documenterez jamais ce qui est le plus compliqué. Le graphe de lien. Ah, ça devient difficile. Le graphe de lien, c'est pas aussi évident que la rubrique où vous mettez des commentaires et des choses comme ça. Mais on peut facilement, et je vais vous montrer, documenter notre graphe de lien. C'est important. Et puis il y a des règles qui peuvent être mises en place dans le graphe de lien qui sont déjà une documentation. Les listes de valeurs. Alors, ça coince là aussi. On ne peut pas documenter les listes de valeurs. Je vais vous montrer une petite astuce. Pour les listes de valeurs qui utilisent des rubriques, on va réutiliser le bloc qui est normalement pour faire des listes de valeurs manuelles. On va mettre notre petit commentaire, pourquoi elle est comme ça, est-ce qu'elle est conditionnelle, pas conditionnelle, et on repasse, et on retourne à... David, arrête. Les fonctions personnalisées est déjà beaucoup plus facile. Les fonctions personnalisées beaucoup plus facile parce que là on a l'impression que comme une formule de calcul, je sais pas, une formule de calcul, les gens vont avoir plus de facilité à faire slash, tac tac, mettre 2-3 petites choses. Et donc la fonction personnalisée, c'est un peu plus naturel pour tout le monde. Bon, ok, c'est super, hein, si vous le faites, c'est super. Les scripts. Ah, mais j'ai des scripts, je crois qu'il y a plus de commentaires que de pas de scripts. Mais bon, c'est comme ça. Que nous manque-t-il ? On ne peut pas tellement mettre de commentaires sur les tables. Donc il y a des fois des tables, vous revenez un petit bout de temps après, et puis elle a un nom. C'est incompréhensible, et vous dites, mais à quoi elle sert, quoi ? Ça serait bien de pouvoir documenter les tables. On va voir que pour ce cas-là, on peut très bien utiliser le graphe de lien pour le faire. Ah ouais, une documentation d'occurrence, ça serait cool aussi. Directement. Mais on ne peut pas. Mais on peut quand même. On va voir. Les liens, c'est pareil. On ne peut pas mettre un commentaire de lien. Ça serait quand même super. Vraiment. Mais on peut quand même... Bon, après, ça fait un graphe de lien un peu lourd, mais les choses très importantes, il faut les documenter. Les choses qui sont peut-être très évidentes dans le graphe de lien, ID société égale ID société entre société et contact, peut-être pas besoin de commenter ça. Mais il y a d'autres liens qui sont un petit peu plus complexes, qui nécessiteraient peut-être... les modèles aussi. Il y a des fois, il y a des modèles, on arrive plusieurs mois après, je dis, c'est quoi ce modèle ? Il n'y a rien. Ah non, fallait pas. Bon, ok. Alors, on va utiliser la No Man's Land part là pour mettre des commentaires. Il ne faut pas non plus que ce soit un fouillis, quoi. Il faut structurer ça. Je n'ai pas fait d'exemple. Bon, alors des mots. Je vais la commencer comme ça. Je suis déjà en démo, il est 22, il me reste 20 minutes. C'est ça ? Bon. Ça va le faire. Donc, petite base, il n'y a rien dedans. Hein. Là, j'ai créé des choses, je vais vous montrer. C'est ridicule, j'ai dupliqué X fois, 8 fois la table de départ, c'était juste pour avoir des choses. Donc là, pardon. Ça commence déjà par des règles de nommage. Je ne vais pas vous refaire une conférence là-dessus, j'en ai fait une il y a quelques temps. Tu t'en souviens, hein ? Ouais. Oh. C'était à Montréal. Mais je l'ai faite en 2005 et je l'ai faite en 2009 aussi. Je ne vais pas la refaire là. Donc voilà, on a des règles de nommage pour nos tables. Si vous êtes intéressé, je peux partager avec vous la façon dont on fait. Mais bon, à partir du moment où vous avez des règles et que vous vous y retrouvez et que vos collaborateurs s'y retrouvent, c'est le principal. Hein. Je ne détiens pas la vérité absolue. Là, je fais juste un partage avec vous de comment nous, on pratique. J'espère que ça va vous donner des idées. Mais bon, voilà. Donc, j'ai créé 8 tables. Dans les tables, il y a des rubriques avec toujours une règle de nommage. Tous nos identifiants commencent par un ID. Et puis, la table, elle s'appelle conférence. Donc, c'est un ID conférence. Si c'est une table société, ça s'appellera ID société. Et ce, quelle que soit la table. Même si c'est une table un peu plus loin, je ne vais pas mettre des FK, des PK, des machins, tout ça. C'est ID conférence. Et puis, on voit bien que quand on est dans les participants, l'ID conférence, ça va être un identifiant étranger.
Nos calculs sont toujours en CT, underscore quelque chose. Calcul, c'est T pour un résultat de texte. Il va y avoir des CN pour des calculs résultats nombres, des GT ou des GN ou des GD aussi pour les dates et des choses comme ça. Voilà. C'est ce que je préfère. Ça, c'est la classe, hein. Comme ça que tu fais, toi, Bernard. Non, avant. Ah ouais, t'es sûr. Alors voilà, ça c'est quand même, je me suis appliqué pour faire un truc comme ça. C'est quand même ce qu'on trouve le plus souvent chez les gens qui ne comprennent pas l'utilité du graphe de lien. Moi, je suis allé chez un client qui a une base faite par un professionnel, hein, quand même. Et puis, j'avais une table qui s'appelait L, bon, bien, pour langue. Et puis, dans mon développement, j'avais des L 103. C'est-à-dire que ça faisait 103 fois qu'il dupliquait l'occurrence de table. Et L, espace 103. Pour s'y retrouver, c'était un petit peu compliqué. Alors voilà, ça c'est ce que, en règle générale, beaucoup de gens vont faire. Et puis ça, c'est ce que moi je vous propose de faire. C'est quand même plus agréable. Ah, ok. Ok. Donc on va faire l'effort de mettre toutes ce qu'on appelle les pods primary occurrence table à un endroit. On va affecter une couleur à chacune de nos tables. Et puis ici, bon, j'ai pas voulu tout compléter parce que c'était voilà. Je vais avoir la liste de toutes mes tables. Je vais avoir le nom de ma table, le code couleur que je lui ai appliqué, 0605. C'est assez simple parce que la table conférence, elle est ici. Oh, bah, tiens, je l'ai pas faite. Je vais la faire donc. C'était pour l'exemple. Donc c'est ici que ça se passe. 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 05, 1, 2, 3, 4, 5. 06, 05. Et voilà. Et donc, toutes mes tables de la Z-conférence sera en 06, 05. Et si jamais vous avez un petit doute, eh ben, vous pouvez retourner. Vous voyez, celle-là, je ne l'avais pas mis en 06, 05, visiblement. Hop, non, elle n'était pas bien. Alors comment on fait? Quand on est là et qu'on est sûr que c'est cette couleur-là qu'on veut sur cette occurrence, on fait un petit pommu, ça nous sélectionne toutes nos occurrences de table identiques. Et si ici, ça passe en blanc, ça veut dire qu'il y a au moins une occurrence de table de votre graphe de lien qui n'a pas la bonne couleur. Pardon? Ouais, elles sont toutes blanches. Ouais, mais alors du coup, tu l'as vu sur ta Z-conférence. Et si elle est rouge, ben, ça veut dire qu'elle est bien en 06, enfin, que l'ensemble de vos tables sont bien en 0605. Donc, de 4, 6, 5, tac. Du coup, ça embellit déjà celui qui est là-bas, mais je le rendrai moche tout à l'heure. Ici, on a un lien qui a l'air peut-être un petit peu important. Eh ben, je vais y mettre un petit bloc de texte avec un super commentaire. Puis je vais mettre je peux mettre plein de trucs là-dedans. Ça pèse 0. Ça coûte rien. D'accord? Donc vous pouvez, et très facilement, ça m'a pris, bon évidemment j'écris n'importe quoi, mais ça m'aura pris quoi sur mon temps de développement? Ça. Et on ne peut même pas dire prix, ça fait partie de votre métier, ceux qui sont développeurs. Documenter, ça fait partie de votre métier. Donc ce n'est pas du temps qui est pris au détriment d'autre chose. C'est du temps qui est gagné pour le futur. Donc, on va donc pouvoir documenter notre petit... T'as une réserve inépuisable de conneries, c'est pas incroyable. Alors... Ouais. Bon. Et ben on va utiliser exactement la même petite technique pour mettre un commentaire sur une occurrence que l'on estimerait importante à documenter. D'accord ? Alors, en règle générale, comment je fais mon développement? Je commence toujours par faire apparaître les pages. Après, je me dis, tiens, je vais faire apparaître mon graphe de lien
en paysage 80% par exemple. Paf. Et voilà, là j'ai mon graphe de lien que si un jour FileMaker répare le bug qu'il a introduit depuis FileMaker Pro 12 pour nous Macintoshiens, pour les gens qui sont sous Windows, ça a toujours été comme ça. Donc ils ne peuvent pas savoir, mais nous, sous Macintosh, avant, quand on faisait ça, et qu'on disait, tiens, je veux imprimer à 80% en paysage, bah, FileMaker, il imprimait ce que vous voyez là. Bah, maintenant, plus. Maintenant, si vous dites à FileMaker, tiens, dans mon graphe de lien, je voudrais que tu imprimes à 80%, il n'imprime que 80% de la page. Donc, c'est comme ça. Vous avez, il y a plein de marges pour pouvoir écrire plein de choses sur le côté, mais ça n'a pas tout imprimé. Donc, c'est un petit peu gênant. Mais ça, c'était super. Avant, on pouvait donc imprimer un PDF. Sur chacune de nos pages, on avait le graphe de lien. Parce que moi, je travaille en point de vue. Bon, je ne vais pas le faire ça ici, mais c'est un peu plus long. Mais je travaille en point de vue. Et donc, on avait sur chaque page A4 un point de vue. Et ça faisait déjà une super documentation technique. D'accord ? Donc, là, on voit bien que mon graphe de lien, il va tenir là-dedans. En règle générale, je commence toujours par faire un truc comme ça. Voilà. Et dessus, je vais dire, tiens, ça c'est mon point de vue A. Moi, je ne fonctionne pas en trigramme. Je fonctionne juste avec des lettres. Donc A, et puis je vais dire, tiens, ça va être les sociétés. Voilà. Et puis, quand on arrive dans FileMaker, on va voir. Alors, il faudrait que j'en fasse un autre. Voilà. Celui-ci va s'appeler B. Contact. Quand vous ouvrez FileMaker dans votre graphe de lien, vous l'ouvrez toujours comme ça. Enfin, vous l'ouvrez. Vous n'avez pas le choix, de toute manière, c'est comme ça. Et puis, moi, j'ai mis des gros blocs de texte au fond de mes pages. Et puis, des blocs de texte, FileMaker, il les dessine toujours au fond. C'est le premier truc qu'il va dessiner. Et après seulement, on voit très très bien ça sous PC. C'est un petit dessin animé dès qu'on ouvre le graphe de lien. Qui scintille et tout. Ah, c'est magnifique. Et donc, et c'est comme ça qu'on comprend. C'est quand tu viens, j'apprends plein de choses, Bernard. Et donc, FileMaker commence par dessiner cette couche de blocs de texte. Et donc, quand vous cliquez sur A, FileMaker vous montre le premier objet qui commence par A. Quand vous cliquez sur B, FileMaker vous montre le premier objet qui commence par B. Alors, vous ne voyez pas bien peut-être, mais je peux vous le promettre. Et donc ça vous permet d'aller super vite à un endroit que vous voulez dans le développement. Alors en règle générale, ça c'est toujours chez nous en 36 points. Ça paraît gros, mais vous allez voir que c'est pas si gros que ça. Parce que quand vous êtes en POMI, vous pouvez toujours le lire. Alors oui, à POMI, pardon, j'invente rien. Hein. POMI, il est ici, je crois. Oui, il est là. Non, il est où? Juste modifier, c'est POMI. Bon, moi si je l'ai inventé, mais voilà. Donc quand vous êtes en POMI, FileMaker essaye de vous montrer tout ce qu'il peut à l'affichage, d'accord? Et donc, plus vous allez avoir des développements qui vont prendre de la place, eh bien, là, je suis devant mon écran, je vous assure qu'on lit quand même bien société et contact. Je ne sais pas si c'est flagrant pour vous, mais voilà. Alors cette chose-là, elle va venir se glisser entièrement en dessous de mon graphe de lien. Comme FileMaker, c'est la première chose qui dessine, paf, toutes mes occurrences de table, elles réapparaissent. Mais vous avez vu, j'ai perdu mon bloc de texte de... c'est pas grave, parce que ici, je vais revenir à 100%. Il n'y a pas de raccourci pour 100%, c'est dommage. Hein. Sinon, j'en aurais usé. Je peux enlever mon bloc de texte et voir tout ce qui est écrit en dessous. Et ça va repasser au premier plan par rapport à lui, mais dès que vous allez toucher lui, il va reprendre. Voilà. Donc, ça c'est... Hop. Voilà. Comment? Ça? Oui? Comment vous faites? Dites-moi bien. À côté du 100%. Ouais. Non, non. Ça, c'est de l'alignement, monsieur. Ouais. Je vous montre.
D'accord. Ça là? Ça c'est pas mis. Non, ça, ouais. Plus, hein, moins, non, non. Là, ça, plus encore, d'accord. Celui-là? Non, celui-là? Ah non, mais on peut chercher 2 heures, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez pas régler le truc. Donc moi je vous suis, hein. D'accord? Ah, la poubelle, non, on est d'accord? Dupliquer, non? Alors? Ah, peut-être pas la même version. Vous pouvez gérer les profondeurs. Pomme X, pomme V, oui, non mais... Surtout dans le graphe de lien, hein. Ah, ça serait super. Non, bon, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah! Bon, bah, écoute, ça serait peut-être un argument pour que je passe sous Windows. Bon. Ah oui, mais clique ailleurs après. La chance, hein, les gars. Bien. Je vais continuer quand même un petit peu parce que du coup j'avais du temps, mais là ça se précipite. Ça c'est la belle formule de David d'hier qui fonctionne toujours pas, d'accord? Et donc voilà, ça c'est ce qui vous avait affiché. C'est juste horrible. Alors. Je peux te filer le micro si tu veux. Alors celle-là elle est pas belle et celle-là elle est juste un tout petit peu plus belle. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des espaces avant et après chacun de mes séparateurs. C'est rien, ça vous prend pas plus de temps d'écrire proprement, d'accord? Alors bon, bah, ça c'est pas super. Donc du coup, j'ai commencé à indenter mes ifs. Tac, 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 hop, voilà. Ouais, cherchez pas, hein, ça marche toujours pas, hein, c'est toujours la même, elle est toujours aussi nulle. Pas des crayons. Voilà. Et puis finalement, je trouve que le if, il est vraiment trop pénible, et donc je suis passé sur du case. Et donc voilà. Voilà ce qu'on a fait. D'accord? Est-ce que c'est pas de la doc, mais c'est presque de la doc. On est passé de quelque chose qui était vraiment illisible à quelque chose de beaucoup plus simple. Et vous allez repasser derrière ça. Bah, tac, tac, vous allez vite retrouver vos petits. D'accord? Bien. Je suis venu volontairement sur cette version-là parce que sur cette version-là, qui est une version 13, j'ai enlevé un petit plugin. Ils vont muser. Alors, j'ai pris un tout petit plugin, ça c'est toujours aussi moche, ça c'est là. Enfin, voilà, je sais pas. Ah, c'est un petit peu moins moche, parce qu'on a de la couleur. Et ça, c'est un plugin. Et puis alors, vous avez de la chance, c'est un plugin, il est gratos. Il s'appelle MBS. Et il est gratuit pour cette fonctionnalité-là. Donc aujourd'hui, à partir de là, dans un quart d'heure, tout le monde, enfin, plus personne n'a d'excuse de ne pas avoir quelque chose de lisible, parce que c'est un petit plugin qui est gratuit. Et donc qui nous met de la couleur un petit peu partout, et c'est bien sympathique. Et on va aller voir après dans les scripts comment ça se passe. Voilà. Oui, je peux rajouter une parenthèse. Je ne vais pas faire une démo de MBS, Philippe. Ça mettra rouge, et puis voilà. Bon. Oui. Une chose que j'ai pas faite encore, c'était donc les scripts. Donc là, vous voyez que je suis en 13. Voilà, un script, comme on en voit beaucoup. Comme c'est beau, tout est l'un derrière l'autre, tout ça, il n'y a pas de commentaires, on ne sait pas trop ce que ça fait. On voit bien un interfine mode ici, on voit bien qu'il y a une loupe, enfin bon, voilà. C'est pas ce que je conseille. Ça, c'est déjà un petit peu moins moche. Bon, mais c'est toujours pas ce que je conseille. Moi, je vais plutôt conseiller ça. Non, mais justement, c'est exprès. Je reviendrai plus tard. En 16, comment ça, en 16 Bon, même là, en noir et blanc, c'est-à-dire sur des vieilles versions et sans plugin, c'est quand même beaucoup plus lisible ici. J'ai bien repéré mes gros blocs d'action dans mon script. J'ai mon petit log de changement et de choses comme ça.
Hop, hop. Ici, bah, comme c'est la même... Pourquoi? Je suis en communication avec moi-même. Je comprends pas ce qu'il m'a fait. Alors. Ah. Ici, exactement le même script. Tout de suite moins moche. Je sais pas si on voit bien. Mais juste grâce au plugin MBS. MBS, vous allez pouvoir régler les couleurs que vous voulez. Ah, c'est pas beau là. Hein, bon. Mais c'est pas tout noir. Et ici, donc, vous avez vu quand même que depuis la 15, on peut mettre plusieurs lignes de commentaires dans une seule ligne de commentaires. C'est quand même bien agréable. Et donc, moi, j'ai un petit tapis de fourmi qui dit que, tiens, tu vas faire une ligne de commentaires, donc espace Enter, $, paf, hop, j'ai mon commentaire qui apparaît. Et puis, j'ai plus qu'à changer les petites choses que je veux mettre en place. Ça fait partie du travail qu'on est en train de mettre en place avec David pour la documentation de nos développements et les changelogs avec une petite application qui ira chercher tout ça dans le DDR. Voilà. Et à la fin de mon script, j'ai ici en bas mon petit changelog qui dit tiens, voilà, j'ai changé et sinon je peux ici rajouter un log pour dire modifier. Bah tiens, faut que je suis en tac. Voilà. Et donc là-dessus, on va suivre tous nos scripts, tous les changements que l'on va faire dans nos scripts, à partir du moment où on a décidé qu'il était opérationnel. Évidemment, hein, quand vous êtes en phase de test et que vous allez revenir 25 fois sur votre script dans la même journée, on ne va pas faire ça. D'accord ? Mais à partir du moment où vous avez dit, bah, ce script, il est opérationnel, paf, il a une date de mise en fonction. Et puis si jamais on doit y revenir, on doit, ah tiens. Et ça, c'était super pratique parce que il n'y a pas si longtemps, on avait un gars avec nous, qui est plus avec nous, et on avait une application qui tournait un petit peu près, comme ça, et puis tout d'un coup, le client me dit, ah ben ça marche plus. Ah bon, ça marche plus, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis retourné dans les scripts, et puis il avait mis son commentaire, tiens, ça, c'est Vincent Gillet qui l'a fait et tout, enfin, c'était pas moi bien sûr. Et je dis, ah, je prenais tout ce que le mec avait modifié, je commentais, puis tout est devenu opérationnel. Donc c'était super, et heureusement qu'il avait bien suivi mes préceptes, de dire c'est là que j'ai rajouté des choses, et quand j'ai supprimé, et j'ai vu là où il avait ajouté des pas de script, et j'ai pu facilement corriger ce qui ne fonctionnait plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc j'ai fait les scripts, ah oui, les fonctions, les listes de valeurs. Donc je vous disais tout à l'heure, on prenait une liste de valeurs, toute bête, sur une table, un ID, un nom, et puis on prend on prend toutes les valeurs et on monte que la deuxième. Enfin bon, voilà, un truc tout bête. Et bien ici, j'ai mis un commentaire. Uniquement dans cette zone-là, je ne vais pas m'en servir. Mais j'ai mon commentaire qui pourrait être beaucoup plus long. Et après, j'ai ma liste de valeurs. Et je conserve donc mon commentaire ici. J'ai pas fait de fonction personnalisée parce que j'ai trouvé que c'était voilà. J'ai pas non plus documenté mes calculs ici en disant tiens on aurait très bien pu rajouter des choses ici avec des doubles slash. Vous connaissez le commentaire du double slash ou alors le commentaire en slash étoile, mon commentaire et puis après mon étoile slash et puis mon commentaire est fini. D'accord ? Je crois que j'ai fini de ce côté-là. Je reviens ici. Les conclusions. Je vous rappelle encore une fois que vous ne développez pas pour vous. Enfin, à moins que vous soyez tout seul, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais si vous êtes professionnel et que vous êtes développeur professionnel, vous ne développez donc pas pour vous. Donc, vous devez rester clair dans votre code et surtout, ça vous prend mais zéro temps. Et puis même si vous avez l'impression que ça vous prend du temps, ça fait partie du métier. Je sais pas moi, la femme de ménage, elle sort bien la serpillière, ça lui prend du temps, hein, mais ça fait partie du métier, quoi. À chaque étape, sa documentation. Là, je me suis attardé en réalité uniquement sur 3 types de documentation, qui sont les documentations techniques
que l'on va conserver pour le développement, la documentation d'exploitation que l'on va communiquer aux services informatiques, et puis la documentation, un autre type de documentation technique qui est celle de la documentation dans le code lui-même. Ouais. La documentation, c'est le parent pauvre d'un projet, et pourtant, du point de vue du développeur, ouais, et pourtant, c'est vraiment quelque chose de très très important, et on devrait y porter un petit peu plus d'attention pour avoir une meilleure qualité et un meilleur rendu. Oh putain, je les ai tous surpris là. Dans vos scripts, quand vous commentez quoi? Vous résumez ce que les script steps vont faire ou vous expliquez le pourquoi? Alors, dans mon script, qu'est-ce que je vais documenter? Je vais déjà, au départ, documenter, qu'est-ce qu'il va faire, machin, tout ça, qui c'est qui l'a fait, quand est-ce qu'on l'a fait, tout ça. Et puis, je vais documenter ce que j'appelle chaque nœud. Chaque nœud, c'est-à-dire que chaque if ou chaque loop, obligatoirement, chaque else if, exit loop doivent être commentés. C'est obligatoire, d'accord? Et puis ici, j'ai mis un petit commentaire, tiens, on se place sur un contexte, parce que mon script est forcément contextuel. Après, on dit, tiens, ça c'est le bloc juste pour traiter la recherche. Tiens, ça c'est le bloc juste pour gérer l'impression. Ça va vous aider, vous, après. Alors ici, et je vous rassure, hein, je ne les compte pas, les petits traits. Hein. Ouais, je fais 1, 2, 3, 4, 5 petits traits, hop, et ça me fait ce truc-là. Mais ça va vous aider à partir du moment où le client, si vous avez bien documenté chaque étape de votre script, le client vous dit, quand j'arrive là, ça merde. Hop, vous arrivez, pop, pop, c'est quand il arrive là. Ok, c'est peut-être un petit peu avant. Bon, ok, on peut remonter. Mais au moins, on peut sauter directement sur le bloc qui nous intéresse. Voilà, on documente chaque boucle. Je pense que, je suis pas le seul à pas avoir compris au départ, le type it for me, je sais pas ce que c'était. Les $3, truc magique tout bête, mais... Voilà. Non, mais ok, mais c'est parce que... Alors, type it for me, c'est une petite application faite par un petit Italien qui vit en Angleterre. Et ce programme-là existe depuis 1996. C'est un programme que j'ai depuis 1996. C'est un expander. C'est-à-dire que tu tapes du texte, d'accord, tout un bloc de texte. Par exemple, moi, si je veux taper mon adresse mail, je tape juste VGI, pof, Vincent Gillet Internet, et ça me tape mon adresse mail. Donc tu tapes tout ton texte, et puis tu décides que le raccourci, entre guillemets, pour ce texte-là, c'est juste ces lettres-là. Par exemple, cordialement, CDTL ou des trucs comme ça. Et donc, tu mets ça dans l'application et ça tourne sur n'importe quelle application. Le tapis de fourmi, il est ici. Après, en français, il s'appelle Mactilo, mais c'est un petit peu bon. Et il est ici, nouvelle version d'ailleurs, il faut qu'on en parle, Olivier. Et je cherche, donc voilà, j'ai les préférences de tapis de fourmi. Et voilà, j'ai toutes ces... Voilà. Ici, toutes mes get, elles sont ici. Ouais. Mais obtenir. Toutes mes fonctions get sont là, et donc, comme je les connais par cœur, j'ai toutes les premières lettres. GT, c'est get, donc get current date, GTCD, pof, et ça m'écrit get current date. Ah bah oui, je suis informaticien, je suis développeur. Là, oui. Pardon, pour documenter des modèles. Alors, pour documenter des modèles, là, tu vas alors, j'en ai pas fait, là. J'aurais peut-être dû, mais... Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tu as plusieurs solutions. Hein. Soit tu mets un gros bloc de texte en plein milieu de ton modèle, puis tu lui dis de se hider si jamais il n'est pas en 0, en get Windows mode 0. Soit tu viens ici, tu écris ici les choses. Voilà, c'est très bien. Je crois que c'est très bien. Je ne sais pas, la science s'infuse, mais je pense que c'est très bien. Ce qui est important, c'est déjà que tu la documentes. Et ça, c'est super. Après, la façon dont voilà. Vincent ? Oui. Est-ce que, en matière de manuel d'utilisateur, est-ce qu'il y a un outil web qui permettrait de mettre à jour la documentation utilisateur et de faire des choses rapides? Parce que si on le fait dans Word, c'est toujours un peu long.
C'est fastidieux. Chez Lesterius, oui. Oui. Oui, chez Lesterius, on a une documentation que l'on a sous WordPress, merci, qu'on maintient un jour et qui est accessible à tous dans notre développement via un WebViewer. D'accord. Et donc, du coup, c'est un template WordPress que vous avez adapté spécifiquement pour mettre toute la documentation utilisateur que vous faites au fur et à mesure. Ouais. Bien. Ouais, sinon, si tu fais un Word et puis il faut que tu sois rigoureux. Ouais. Enfin, tu me dis, WordPress, c'est pareil. Faut qu'on soit rigoureux pour changer la documentation pour que le client il retrouve les nouvelles fonctionnalités. Donc, la même chose. Et du coup, en termes de modèle de présentation des documents papier, est-ce que On a une charte en interne, oui. Est-ce que tu partageras cette structure les bonnes idées oui. Là, ma liste des points, de tous les points que j'ai énumérés, parce que tu n'as rien noté, Marc. Non. D'accord, moi je te filerai ma liste de tout ce qui est important de noter dans une documentation, qu'elle soit technique ou qu'elle soit d'exploitation. Merci. Oui. La façon dont tu documentes ton graphe de lien est très liée en Criboué. Vous avez une autre méthode si vous utilisez l'araignée ou... Celui qui utilise l'araignée n'est pas chez nous. C'est interdit. Il est mort. Non, c'est interdit. Non, il n'est pas mort. Est-ce que tu peux ouvrir Script Workspace? Oui. J'ai découvert ça l'autre fois. Alors, sur un calcul, dans un calcul, écrit... enlève ça, tape get et appuie retour. Voilà. Je ne savais pas ça, mais des fois, des gens ils sont habitués à... oui, c'est ça, en tout cas. Et l'autre chose, est-ce que tu peux montrer comment tu fais encore les listes des valeurs? Qu'est-ce que tu fais dans les listes des valeurs? Attends, pardon. Ah ouais. Tiens, pardon. Dans une liste de valeurs. Oui, j'arrive. À 90% du temps, tu utilises ce type de valeur, ce type de liste. D'accord? Et donc, moi, j'utilise ça d'abord pour mettre mon commentaire. Et après, je reviens sur ma liste de valeurs. C'est presque la même chose que ce que nous a montré Fabrice avec la statistique. Presque, j'ai dit. Oui? Personne? Si? C'est la liste des liens. Va dans le graphe. Je vais dans le graphe? Oui. Et va sur un de tes commentaires. Tu peux double-cliquer et assigner une couleur qui est... tu peux le faire transparent. Le premier en haut à gauche. Ouais. Alors, tu peux avoir juste un commentaire si tu veux que ça ne soit pas avec un couleur aussi. Si tu veux pas que ça regroupe tout, tu peux le faire en transparent, mais c'est surtout, alors quand je suis comme ça, c'est surtout pour délimiter la zone, et donc si je fais transparent, du coup ça aide moins. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est assez classe, maintenant on peut mettre ça en transparent, toujours pas le texte, mais on peut mettre ça en transparent. Puis quand tu arrives là, tu comprends pas pourquoi tu... Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. Qui Oui. Vincent, est-ce que tu as une solution pour imprimer les jeux de privilèges, les réglages des jeux de privilèges, en dehors de passer par le DDR et puis de mettre une feuille de style, etc. Capture d'écran. Ouais, capture d'écran. Non. Moi, je me suis fait une table jeu de privilèges dans ma solution et je mets à jour à la main les jeux de privilèges. Mais c'est il fait même des tables de table. Des tables de table, oui. Ouais. C'est une bonne idée, mais non, j'ai pas de solution. Mais c'est jamais tout le temps à jour, quoi. Ah, il y a une solution là-bas. Ouais, c'est ce qu'il a dit, DDR. D'accord. Ok. Oui. Eh bien, tac et tac. Merci. Bonne fin de journée.